Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Notre invité du jour est un spécialiste du fait divers, l'un des hommes les plus écoutés de France. Vous avez l'habitude d'entendre ces histoires à la fois sur France Inter et en podcast évidemment. Et depuis septembre 2021, vous retrouvez aussi son émission en version télévisée sur France 2. Et il nous rend visite aujourd'hui pour décrypter un épisode passionnant de la vie politique. Bonjour Fabrice Drouel. Bonjour. Bienvenue au Buzz TV. Je crois que c'est une première pour vous. On est ravis de vous accueillir. Jeudi 18 mai à 22h50, Affaires sensibles que vous présentez sur France 2 s'intéresse à Mouammar Kadhafi. Vous vous replongez en 2007 et dans ce voyage assez fou, cette visite d'État à l'Élysée en France, un épisode éminemment politique puisqu'il a marqué le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors avant d'y revenir un peu plus longuement, vous à titre personnel, est-ce que vous vous rappelez de ce mois de décembre 2007 et est-ce que ça vous avait surpris, voire choqué, cette visite d'État ? Alors ça ne m'avait pas choqué, ça m'avait surpris. Et je m'en souviens comme si c'était hier, car à l'époque que je redéroule mon CV, je présentais le journal de 13h de France Inter. Donc évidemment, j'ai couvert cette actualité. Ouais. On va poursuivre la conversation avec vous, Fabrice Drouel, juste après les news médias présentés par Cécile Brelot. Bonjour Cécile. Bonjour Sarah, bonjour Fabrice. Bonjour. On commence ces informations médias avec Arthur qui est aux commandes d'un nouveau jeu sur TF1. Oui, pour succéder à Masked Singer, la Une lancera le 9 juin prochain The Wheel, le cercle des 7. Donc un jeu de culture générale venu tout droit d'Angleterre qui apparemment cartonne là-bas et dans lequel 7 célébrités sont installées autour d'une roue de 12 mètres de diamètre. Au centre, un candidat devra répondre à des questions posées par Arthur autour de thématiques choisies par les invités eux-mêmes. L'animateur, qui cette fois n'est pas producteur, ne tarit pas d'éloges sur ce nouveau programme. Parmi les 30 célébrités participantes, Arthur a convié certains de ses camarades comme Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer ou encore Camille Serre, mais également Valérie Trierweiler, Michel Saran ou encore Anne Roumanoff. Fabrice Drouel, vous aimeriez présenter un divertissement à la radio, à la télévision ? Pourquoi pas ? Ça n'a jamais traversé l'esprit parce que ma spécialité ne m'emmenait pas naturellement vers ce genre de choses. Mais pourquoi pas ? Ouais, je pense que ça peut être amusant. Et ce n'est pas qu'amusant, c'est aussi un travail, il faut être précis quand on présente un jeu, très précis. Oui, c'est sûr. Et il faut connaître sur le bout du doigt les règles du jeu. On termine ces news médias, Cécile, c'est avec le chiffre du jour, le 18. Oui, alors il s'agit de l'heure du coup d'envoi du Festival de Cannes ce mardi. À 18h50, Chiara Mastroianni animera la cérémonie d'ouverture de cette 76e édition de l'événement dédié au cinéma. Donc pour les suivre, rendez-vous sur France 2 et jusqu'au 27 mai, les chaînes du groupe public poursuivront les festivités cathodiques avec une riche programmation cannoise, avec notamment des délocalisations d'émissions phares du service public comme Télématin, Beau Geste avec Pierre Lescure qui est redevenu journaliste mais qui était l'ancien président du festival, et aussi C'est à vous qui s'installeront sur la Croisette. Oui, tous les soirs. Fabrice, vous descendez sur la Croisette pour le festival ? J'y suis allé plusieurs fois quand je présentais le 13-14, et le 13-14 se faisait à l'hôtel Martinez. J'avais une accréditation qui allait de 9h du matin à 14h. À 14h pile, j'avais les gardiens qui arrivaient et qui me viraient. C'est fini, monsieur, vous partez. Et je repartais dans l'hôtel réservé par France Inter, qui était l'hôtel des voyageurs, devant la gare, à quelques kilomètres. Ah, vous étiez pas au Martinez non, ou au Carlton. Le service public n'est pas riche, vous savez. Donc je n'aime pas l'ambiance de cet endroit, et je n'aime pas cet endroit. Même les fêtes le soir, non. Vous ne participiez non. pas aux cocktails, aux soirées ? Non, j'avais pas envie. En revanche, c'est un formidable repère pour les films à aller voir, évidemment. Et moi, je me suis intéressé à l'histoire du Festival de Cannes. J'ai raconté cette histoire lundi sur France Inter. C'est une histoire politique. Le festival a été créé en 1939 en réponse à la Mostra de Venise qui était complètement phagocytée par Hitler et Mussolini. Il fallait un festival des démocraties. C'est une belle histoire et sous l'égide d'un grand personnage, de l'un des hommes les plus glorieux du siècle dernier, qui était Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale à l'époque et des arts. Et des arts, de la culture. Exactement. À l'époque. Elle appelait ça les arts à l'époque. Et ben voilà, comme ça on a appris quelque chose. Oui. Grâce à vous, Fabrice. Merci. On passe tout de suite à l'interview du Buzz TV. Donc
Donc, je le disais en introduction, jeudi, Affaires sensibles sur France 2 en deuxième partie de soirée s'intéresse au colonel Kadhafi et plus particulièrement à sa visite de 5 jours. C'était en décembre 2007 en France. Ça avait commencé le 10 décembre. Et alors pour les plus jeunes qui nous regardent, pourquoi cette visite était-elle controversée à l'époque ? Parce qu'on se demande à l'époque que vient faire ce dictateur sanguinaire à la tête d'un État terroriste. Qu'est-ce qu'il vient faire à Paris, reçu avec tous les honneurs? Et évidemment, ça génère des questions. Pourquoi Nicolas Sarkozy supporte-t-il cette humiliation? Car c'est une humiliation. Kadhafi qui plante sa tente à côté de l'Élysée. C'est l'image qui est restée. Et bien sûr. Pourquoi il supporte ça? Est-ce qu'il y a un renvoi d'ascenseur qui renvoie à une autre question? Voilà, quelles étaient les raisons? Voilà, plus lourde. Encore plus lourde. Ouais. Est-ce qu'il le reçoit parce qu'il est coincé, il ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'il le reçoit parce que sa campagne en 2007 a été financée, tout ou partie, par la Libye de Kadhafi? Nous n'en sommes qu'aux suspicions. Je vous rappelle, il y a une procédure, présomption d'innocence. Toujours en cours. En cours, et mercredi dernier, le parquet national financier a demandé la comparution de Nicolas Sarkozy et de 11 autres personnes devant le tribunal correctionnel. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on connaîtra un jour les vraies raisons de cette visite? Il est possible qu'on ne les connaisse jamais, bien sûr. Ouais. Et parce qu'il faut rappeler, la version officielle, c'était pour obtenir principalement des vente contrats. de Mirage. La vente de Rafale. Et de Rafale. De Rafale. Et il y avait eu une signature. Cette image est restée, Kadhafi signant des contrats. Et vous révélez dans Affaires sensibles que finalement, il n'en reste plus grand-chose de ces contrats. Non. Il y avait des millions d'euros à la clé et 30 000 emplois. Ce sont les chiffres que vous avancez. Pourquoi il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui? C'est de l'esbrouf? Oui, parce que Kadhafi achète des avions à qui il veut. Et peut-être que lors de cette visite, pour faire plaisir, oui, on va vous acheter des Rafales. Et puis il n'y a pas de suite. Dans cette affaire, ce que le grand public a retenu comme image, c'était la tente de Kadhafi posée dans les jardins de l'hôtel Marigny. Comment est-ce que cela a pu se produire? Parce que surtout, on a appris qu'il n'y dormait pas, que c'était juste, c'est ce qu'on dit aussi dans Affaires sensibles, c'était pour qu'il impose ses traditions. Mais tout à fait, pour qu'il impose, qu'il exporte ses traditions jusqu'à Paris. C'était très provocateur de la part de Kadhafi et on n'est pas étonné. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy était au courant? Est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il avait dû donner une autorisation pour ça? J'imagine mal qu'on puisse monter une tente. Oui, il n'est pas une tente d'un camping 2 étoiles. Ah oui, voilà, il faut préciser que c'était une énorme tente. Une importante tente. C'est un palais en tissu. Qu'on puisse le monter sans que des gens soient au courant. Ça me paraît impossible. Alors, dans ce numéro, vous avez le témoignage de Bernard Kouchner, Claude Guéant, qui était ministre à l'époque. Et on ne voit pas alors, Nicolas Sarkozy, Ramayad ou même Cécilia Attia, qui a un rôle quelque part dans cette histoire. Est-ce que vous avez cherché à les joindre et à les contacter pour qu'ils apparaissent dans cette émission? Oui, que s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Ces 3 personnages. On cherche toujours à contacter évidemment les acteurs d'une histoire qu'on raconte pour être dans la vérité et surtout donner la parole à tout le monde. À tout le monde. Est-ce qu'ils vous ont donné des raisons à ces refus? Est-ce que certains l'ont expliqué? Non, et je ne suis pas là dans le détail des négociations pour contacter des personnes qui vont témoigner dans le reportage. Mais la démarche classique, c'est d'essayer d'avoir tout le monde. Et en principe, vous n'avez pas tout le monde, c'est que les personnes ont dit bah non, on ne peut pas s'exprimer. Et à l'époque, David Pujadas était le seul journaliste français à avoir interviewé le colonel Kadhafi. C'était d'ailleurs dans cette fameuse tente. Vous, à titre personnel, est-ce que vous auriez aimé réaliser cette interview? Là, je m'adresse aux journalistes. Oui, en tant que journaliste, évidemment, et sans une espèce de poids moral en se disant qu'est-ce que je fais, je vais interviewer. Non, on est journaliste, on est là pour rendre de la façon la plus vraie possible l'écho du monde. Et il faisait partie de l'écho du monde. Voilà. Donc à la place de Pujadas, j'y serais allé aussi. Vous y serez allé? Bien sûr. Ouais. Donc, comme Sarah le disait en introduction, donc on vous écoute aussi à la radio sur France Inter, donc tous les jours à 15h. En direct, même. En direct, c'est très important de le préciser. Ouais. Vous y racontez du coup les grandes affaires et les procès de ces 50 dernières années, et votre podcast est l'un des plus écoutés. Ouais. Comment vous expliquez cet engouement pour le fait divers en France? Alors déjà, le fait divers représente 20% de notre programmation. Donc c'est à la fois peu et beaucoup. Ça n'est pas une émission de fait divers. Maintenant, pourquoi cet engouement autour de cette émission? Je crois que nous avons réussi. Je dis nous parce que c'est un édifice Affaires sensibles, c'est un collectif. C'est 22 personnes.
donc c'est permanent. Et nous avons réussi à créer à travers les récits une atmosphère, une ambiance, peut-être même un univers, en tout cas quelque chose qui fait signature. Ce que les gens de la com à France Inter appellent une marque. Oui. Moi, je préfère l'image de marque. Ouais. Bon, c'est comme ça. L'émission fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Elle fêtera ses 10 ans en juin prochain. Ouais. Et vous y serez d'ailleurs sur la grille de la prochaine saison? Parce que- Officiellement, là, sur la place publique, je ne peux pas vous l'assurer, sauf que nous sommes en train de travailler sur la rentrée, les émissions du mois de septembre, en accord avec la direction. Avec Adèle On va- Vendrette. Voilà, donc on va dire que c'est un indice plutôt favorable, Ouais. très favorable. Et justement, Affaires sensibles se décline, donc on l'a dit, donc à la radio, à la télévision, mais aussi en livre et au théâtre, puisque vous jouez Affaires sensibles au théâtre depuis 2 ans, c'est ça? Oui. Et alors pour ceux qui ne sont pas encore venus vous voir à Paris et en tournée, à quoi ça ressemble? Alors, ce sont 3 histoires de femmes, 3 combats de femmes, pour des raisons différentes, dans des époques différentes. Pauline Dubuisson, qui est une jeune femme condamnée à mort pour un crime passionnel qui en principe vaut 8 ans. Elle est condamnée à mort parce qu'elle a eu une relation avec un Allemand, un officier allemand, pendant l'occupation. Donc ça n'est pas une justice d'état de droit, c'est une justice de vengeance, et surtout contre une femme qui avait décidé de vivre libre. Le deuxième tableau, c'est Édith Cresson. Comment cette femme a été empêchée, martyrisée quasiment par les mecs autour d'elle, les ministres, hommes qui ne supportaient pas qu'une femme soit première ministre. On disait La première. On La disait première en plus la première Oui. ministre. Et Marie Imbert, qui est le combat d'une femme, et qui est surtout le combat d'une mère, qui a délivré son fils de ses souffrances. Il était tétraplégique, aveugle et muet. Il voulait mourir. Elle a fait mourir. Et grâce à cet épisode-là, dramatique, a été votée la loi Leonetti, qui est quand même une avancée, même si elle n'est pas complète, même si ce n'est pas l'euthanasie légale. Ça ressemble à une veillée. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, bien sûr, mais une certaine épure. Et moi, j'imagine que je suis le colporteur du Moyen-Âge, qui vient raconter des histoires. On imagine un parterre de gens qui sont assis sur une pelouse, qui vous écoutent. Et c'est vos premiers pas en tant que comédien? Non, Ou vous joue au étiez théâtre déjà essayé? depuis Oui. 15 ans déjà. Ouais. Sinon, je n'aurais pas osé me présenter Ouais. sur la scène du Tristan Bernard, parce que c'est quand même une grosse pression. Ouais. Oui, au départ, vous étiez un peu stressé. Ah oui, j'ai eu très peur même, c'était vertigineux, bien sûr. C'est différent, c'est pas le même stress que celui que vous avez peut-être en radio, ou Non, pas d'ailleurs? non, parce qu'en radio, je n'ai pas de stress. Ouais. Je n'ai que du plaisir. Pas depuis le temps, c'est normal. Donc je ne suis porté que par le plaisir. Au théâtre, maintenant, à la 115e représentation, c'est également le cas. Mais il y a eu, oui, c'était très impressionnant, très impressionnant. Quand on parle de raconter des histoires, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique? Par exemple, là, l'affaire Palmade récemment, ou même quand on parle de tous les faits divers, comme on les raconte. Quel est votre point de vue sur le traitement médiatique de toute cette affaire? Chaîne info, émission. Oui, bien sûr. Alors, pour Palmade, comme pour tous les autres faits divers, je trouve qu'en actu, ça s'appelle l'actualité, le fait divers est très difficile à traiter. Un fait divers, un fait police-justice, ça commence par un crime, admettons, ou l'histoire de Palmade. Oui. On en parle beaucoup pendant 3 jours. Après, il y a une instruction avec ses plaints et ses déliés. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, on n'entend parler de rien, jusqu'au moment où il y a un supplément d'information. Comment on fait par rapport à notre public? Dans l'histoire de celui-là qui a fait ça, quel est le degré d'information du public au bout de 3 mois quand vous lui parlez de ça? C'est très difficile. En revanche, quand vous traitez un fait divers, dans Affaires sensibles, une histoire passée, qui a un début, un milieu et une fin, là, vous savez où vous allez. Et vous pouvez enfin raconter une histoire. Ouais. Alors que saucissonner, comme peut l'être un fait divers, selon la procédure judiciaire, déjà c'est difficile à vendre, et je crois que c'est pas efficace. Ouais. Et ça vous a choqué d'ailleurs, le traitement médiatique de cette affaire Palmade? Non, parce que ça entre Non. dans la difficulté de traiter une affaire comme ça. Ouais. C'est-à-dire où est le vrai tempo? Un tempo très fort au début et après, Oui. après le désert. Et, Et sur le fond, oui, les choses ont été dites, mais vous voyez, quand, après l'accident de Palmade, on ne savait plus ce qu'il était devenu, il avait un AVC, il était à l'hôpital, on a plus entendu parler, puis ça revient, puis ça repart. Ouais, ouais. C'est très compliqué. et donc vous ne traiterez jamais des cold cases si on se fait, si. il vous faut une fin. Si vous me Ah, dites, non, un une cold histoire. case, alors, un cold case, effectivement, par définition, il n'est pas terminé. Comme mais- Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, mais là Bon. ça devient une fin en soi quand entre le début de l'affaire et ce qui n'est pas la fin,
Et puis, tout le temps qui passe sans qu'on retrouve la personne, Eh oui. c'est presque une fin d'histoire, finalement. Ouais. Donc ça, on les traite, les cold cases. Oui, bien sûr, comme l'affaire du Grélé, qui est l'un des cold cases les plus connus. On l'a traité, évidemment. C'est pas compliqué de traiter une affaire sensible quand la fin est ouverte comme ça? Non, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Au contraire, ça ouvre sur des questions. Et vous savez, moi, je raconte des faits divers dès lors qu'ils disent des choses sur la société de l'époque. Sur l'ambiance, sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire, la culture d'une époque dans laquelle se déroule l'histoire. Ça, c'est intéressant, et ce qui m'intéresse, c'est les résonances, justement. Un fait divers pour un fait divers, pas très intéressant. Un fait divers qui dit des choses de l'époque, c'est intéressant. Et récemment, dans quelle époque Léa Salamé a reçu Charles Saubrage, alias Le Serpent, un homme qui, je rappelle, a été condamné pour le meurtre de 30 personnes. Christophe Ondelat s'en était ému qu'on reçoive sur le service public un homme condamné et qui a été emprisonné. Et vous, qu'en aviez-vous pensé de cette invitation? J'en ai rien pensé, je ne juge pas le travail de mes consoeurs et mes confrères. C'est pas une facilité, mais j'aimerais pas que eux me jugent, j'ai pas envie de les juger. Ouais. Et pour répondre quand même à votre question, ça m'a pas choqué. Ça vous a pas choqué? Non, et pourquoi on l'a dit surtout sur le service public? Oui, parce que Alors, lui, à son époque, dit-il, il n'avait pas le droit de recevoir des personnages condamnés. eh ben, les époques changent, je vous dis. Ouais. Et vous aimeriez interviewer des hommes condamnés, je sais pas moi, un Guy Georges, un Bertrand Cantat? Ah oui, explorer l'âme, c'est tant est qu'ils ont l'habitude, de ces personnes, c'est assez vertigineux. Bien sûr que c'est intéressant. Mais alors, quelle Bien sûr, question vous poseriez? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Ouais. C'est Le ça la geste. question. C'est ça la question. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez perdu les repères classiques du bien et du mal? C'est très intéressant. Il y a eu des livres comme ça. Je me souviens d'un livre d'entretien qui était sorti il y a une trentaine d'années. Je me souviens pas. C'était une journaliste femme qui était allée interviewer des détenus condamnés à des longues peines. C'était très intéressant. Très intéressant. Et en France, ça se fait pas. Pourquoi? Ça se fait C'est la beaucoup. culture. Oui, je pense, oui. Je pense que c'est une certaine pudeur ou je sais pas. Alors qu'aux États-Unis, en Suisse, c'est possible. Ah, mais- Même en prison, on peut mener des entretiens depuis la Mais prison. d'ailleurs, ça a été possible avec ce livre. C'est dommage que je ne me souvienne pas de son titre. Mais il est sorti, je vous dis, il y a 20 ou 30 ans. Oui. Et je voulais aussi vous interroger sur notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'est un drôle de personnage assez contesté. Vous avez un avis sur l'homme, l'avocat, le ministre? C'est un homme qui a du talent et qui a un hubris énorme. Et qui, à mon avis, est surtout porté par son envie d'être là, sur la scène. C'est lui que Alors, vous ça pensez n'empêche pas son talent d'avocat. Il est ministre, là. Mais c'est ça, cette envie d'être là, dans le débat, qu'on le voit et qu'on l'entende. Ouais. Quand vous dites qu'on le voit et qu'on l'entende, vous pensez aussi à ces bras d'honneur à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous avez... Oui, mais vous savez ce qui se passe à l'Assemblée. En ce moment, le débat public est très tendu. Et justement, il faudrait qu'on retrouve un débat public débarrassé de l'invective. Et cette invective, vous voyez l'Assemblée nationale, comment ça fonctionne en ce moment. Donc tout le monde est entraîné dans cette mouvance-là. Et c'est très dommage. Parce que je ne sais pas où on va si on continue comme ça. Merci Fabrice Rouel. On vous garde encore quelques minutes Allez-y. pour notre ultime rubrique pour le meilleur et pour le pire. Quelques questions, comme vous venez de le faire jusqu'à maintenant, vous répondez avec le plus de sincérité possible. Quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière? La rencontre avec Paul McCartney, Ah que ouais? je considère comme le plus grand artiste de tous les temps. C'est notre Mozart. À quelle occasion? Lors d'un concert en 1989, quand il a chanté des chansons des Beatles que les Beatles ne chantaient plus sur scène, tellement elles étaient compliquées, sophistiquées, il les a ressuscitées, c'était absolument merveilleux, et je l'ai vu après, et nous avons parlé. Pour une Alors, interview ou... Oui, Ouais. j'avais un côté midinette, j'avoue, mais j'assume complètement, ça c'est un très beau souvenir, mais il y en a tellement d'autres. Vous savez, c'est un peu comme si vous demandiez de choisir entre mes enfants, celui que je préfère. Je Ouais. peux pas Vous répondre pourriez à ça. pas répondre. Donc il y a eu une dizaine de grands moments comme ça, mais j'ai du mal à faire une hiérarchie, par réflexe, parce que je ne m'attendais pas à cette question. Moi, Ouais. je vous réponds Paul McCartney. Et alors, votre pire souvenir de carrière? Le jour où j'ai interviewé Claude Lanzmann dans le 13-14, donc auteur de Shoah,
Et je lui dis, donc vous êtes l'auteur de la Shoah? Il me répond, non, l'auteur de la Shoah, c'est Hitler. Et j'avais honte, c'était horrible. Ouais. C'était un très bon Moment de souvenir. solitude. Ouais. Moment de solitude immense, vous êtes en direct, vous passez pour un couillon, bah voilà. Après, un journal chasse l'autre, dès le lendemain ou sur le lendemain, on a oublié. Mais j'étais très malheureux, vraiment. J'avais honte, je voulais raser les murs. La lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue? Oh là là, c'est difficile. J'en reçois, là je pourrais pas vous dire. Si ça a commencé par est-ce que je vais me marier ou alors j'ai un ami qui va se marier, est-ce que vous pourriez, comme plus grand cadeau qui puisse être, enregistrer un petit message pour nous, pour les mariés? Je trouvais ça bizarre. J'ai dit oui, et je l'ai fait plusieurs fois, et maintenant je ne le fais plus. Parce que j'ai ouvert les vannes, et il y a des centaines de demandes pour ça, et je ne fais plus. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de lettres que vous recevez, est-ce que parfois aussi, étant donné de la matière dont vous traitez à la radio, est-ce que vous recevez parfois des menaces parce que vous racontez aussi l'histoire de psychopathes, de criminels. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces? Vous savez, la plupart des personnes dont je parle sont soit mortes, soit en prison. Donc déjà, ça règle. Oui, mais elles peuvent sortir de prison, Voilà. ces personnes-là. Oui, notamment une secte. Une secte qui n'a pas du tout apprécié qu'on raconte son histoire. Et puis Dieudonné et sa bande. Qui n'ont pas apprécié que je raconte leur rencontre sur scène avec le révisionniste Forisson, par exemple. Et c'était des menaces verbales. Pas des vraies menaces, on va te faire la peau, pas du tout. Mais des menaces, c'était assez dur. Ouais, vous avez porté plainte? Non, même pas. Non. Même pas. Mais donc, ils vous menaçaient pas physiquement, ils vous demandaient juste de retirer votre émission? Qu'est-ce qu'ils vous demandaient? Bon, c'était plus que ça. C'était, tu ne pourras pas continuer longtemps comme ça. Voilà, mais il n'y avait pas de mode opératoire. Il n'y avait pas, on va te faire la peau, on va casser la figure. Mais c'était ça. Et en fait, ces gens-là nous reprochent rien d'autre, et c'est tout, que de raconter leur histoire. Ils ne supportent pas qu'on raconte leur histoire. Si on pouvait oublier, non, ça ne marche pas. C'est le droit à l'oubli, en fait. Ils réclament ce droit à l'oubli. Le droit à l'oubli. Avez-vous peur de la mort? J'ai peur de la souffrance et de la déchéance, et je suis malade. Sinon, je n'ai pas peur de la mort. Mais là, oui, bien sûr. Ouais. Vous savez... vous ne savez pas, vous. Moi, je sais. Mais il y a une arithmétique qui s'appelle l'arithmétique du temps qui passe et qui vous renvoie à des questions un peu fondamentales comme celle-là, bien sûr. Et on parle beaucoup de retraite en ce moment. Est-ce que vous y pensez, à cette retraite? Normalement, je devrais y penser. Ça devrait arriver dans quelques années. Mais il se trouve que je suis porté, tout comme vous, par un métier plaisir. Donc, quand on a un métier plaisir, la retraite... Alors que lorsqu'on fait un métier difficile, la retraite, c'est tellement précieux. On le voit d'ailleurs avec le débat national autour de la réforme des retraites. Et dernière question, est-ce que l'émission de Charline Van Hanecker va vous manquer? Globalement, toutes les émissions de France Inter issues de la grille de 2014, dont Affaires sensibles fait partie, j'y suis attaché. Après, on verra. Ça vous a attristé aussi la manière dont ça s'est fait à travers médias interposés, faut le dire, oui, entre c'est Charline Van Hanecker d'un côté et Adèle Van Rett, la patronne de l'autre. Mais c'est tellement souvent le cas dans tous les médias. C'est arrivé là, c'est arrivé plusieurs fois à France Inter avec d'autres personnes. Ça fait partie aussi de la vie des médias. Et vous vous dites, ça peut m'arriver demain? Vous vous dites que vous êtes aussi sur un siège éjectable? On est tous, vous savez, les positions médiatiques sont des positions fragiles, bien sûr. Mais là, pour Affaires sensibles, pour l'instant, non. Parce que franchement, tout va bien. Quoi. Vous nous rassurez. Oui, je ne vais pas aller me créer des soucis, des angoisses qui ne seraient pas utiles. Ce serait totalement inutile. Surtout pas. Merci Fabrice Drouel d'être venu nous voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve de jeudi soir en deuxième partie de soirée sur France 2 dans Affaires sensibles, un numéro consacré à l'affaire Kadhafi. Et puis bien sûr à la radio tous les jours en direct à 15h, au théâtre en septembre 2023. Et à 23h en radio, c'est rediffusé tous les jours à 23h. Et à 23h, et en podcast, je disais, c'est dans les 20 podcasts les plus écoutés de France. Merci Cécile pour ces news médias et les questions. Et quant à nous, on se retrouve demain avec une nouvelle invitée, Maxine, qui est une ancienne candidate de Koh-Lanta, même une gagnante, et elle devient présentatrice pour la première fois de la carte au trésor version junior. Elle sera avec nous demain. Très bonne soirée et à demain.